Si j'ai bien compris. Vous pouvez voir si j'ai bien compris. C'était difficile d'entendre la traduction en même temps. Je ne sais pas si j'ai très bien compris la question qui a été soulevée. J'ai cru comprendre que tu demandais qui, en dehors de l'Europe ou dans la région, c'est ça? Tu peux répéter la question? Était contre la guerre, si c'est un mouvement uniquement européen? Ce congrès, il y a 100 ans, c'était surtout une réunion d'hommes européens. Hein. Oui. Qu'en est-il des êtres humains des autres parties du monde, oui. des femmes dans le Oui, oui. C'est une très bonne question parce que je viens d'une région du monde qui est en même temps, qui est le monde arabe, qui est en même temps très proche de l'Europe, qui a entretenu avec l'Europe des relations ancestrales. On partage ce qu'on appelle le même petit lac qui est la Méditerranée. C'est facile de le traverser. L'histoire de ce partage, elle remonte vraiment aux plus anciennes années de l'histoire. L'Europe n'a pas toujours été centrale. Ce n'était pas encore le centre du monde dans l'histoire. Nous avons connu l'Empire romain, nous avons connu l'Empire hellénique dans cette région aussi, mais aussi cette région qui est l'Europe a connu aussi la présence d'abord des Arabes d'avant l'islam et puis de l'islam, et je sais que le croissant est né de l'invasion des musulmans qui sont arrivés jusqu'aux portes de Vienne. Donc on se connaît depuis très longtemps. Depuis 200 ans, il y a ce que nous appelons, et je pense tout le monde l'appelle d'ailleurs, c'est la centralité, c'est-à-dire que l'Europe, c'est l'Europe occidentale, évidemment, l'Europe de la partie occidentale, c'est soudain prise pour le centre du monde. Nous avons une autre version du monde, nous, et donc ça a été très difficile avec le colonialisme d'abord, puis l'impérialisme, qu'on accepte qu'il y a un centre du monde qui en plus nous était hostile, c'est-à-dire que ce centre du monde qui se voulait exemplaire, parce qu'il a fait les Lumières, que ce soit les Lumières françaises, que ce soit les Lumières allemandes, pensait qu'il détenait l'exemple de ce que devraient être les sociétés humaines. Et en même temps, il avait la supériorité militaire et économique et du savoir qui le poussait à dominer les autres. Nous avons des expériences de ça qui sont celles de Napoléon en Égypte, où on nous raconte uniquement le côté, il a amené le savoir, il a amené, nous avons l'expérience très malheureuse de la présence française en Algérie. Nous avons l'expérience encore plus malheureuse, ou également malheureuse, j'en ai parlé dans mon workshop, du partage de l'héritage du sultanat ottoman au début du XXe siècle entre les deux puissances anglaises et françaises. Nous avons la promesse de Balfour qui a été la base de la création de l'État d'Israël sur les terres de la Palestine et aux dépens des Palestiniens, qui s'est concrétisée en 47-48 avec la Nakba et le départ des Palestiniens. Donc, nous avions un rapport ancien où on se connaît, mais qui, dans les temps modernes au moins, était devenu totalement conflictuel. Mais ce que je pourrais vous dire et qui peut peut-être vous étonner, c'est que la deuxième internationale, celle qui a tenu à Bâle cette conférence il y a 100 ans, eh bien, elle a des partis qui lui sont affiliés et qui existent dans le monde arabe. La deuxième internationale est généralement très mal vue dans le monde arabe
pour une raison qui n'a pas à voir avec son côté social-démocrate, plutôt capitaliste, etc., mais parce que c'est aussi c'est considéré comme étant un des foyers du mouvement sioniste. Le mouvement sioniste ayant appartenu massivement dans différentes expressions à la Deuxième Internationale. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des partis socialistes du monde arabe qui sont jusqu'à aujourd'hui, qui reviennent aux réunions, et même l'OLP, la pauvre OLP, qui voulait toujours avoir des plateformes où elle pouvait s'exprimer, fait partie, a un représentant dans la Deuxième Internationale. Mais ce que j'ai envie beaucoup de vous dire, en un mot pour terminer, c'est que nous n'avons pas souffert dans cette région du monde qui est le monde arabe beaucoup de la Première Guerre mondiale. Il y a eu, surtout c'était passé dans les conséquences de l'effondrement du sultanat ottoman avec des déplacements de population, des massacres, les Arméniens, etc. Mais, et même de la Deuxième Guerre mondiale en tant que guerre. Mais ce que nous avons connu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, la promesse de Balfour, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la création réelle de l'État d'Israël. Ce sont des conséquences matérielles qui existent dans la région. Mais depuis que les guerres mondiales, sont terminées, nous sommes dans cette partie du monde l'objet d'une troisième guerre mondiale permanente. Je voudrais vous dire que ce qui a été jeté par les armées américaines sur l'Irak équivaut à la charge explosive de 7 bombes atomiques. L'uranium appauvri, qui est enraciné dans le sol de l'Irak actuellement, qui fait que beaucoup de terres qui était le berceau de l'agriculture dans la civilisation humaine, beaucoup de terres au sud de l'Irak, la région fertile de la Mésopotamie, n'est plus praticable. Parce que les terres et l'eau sont contaminées. 2, parce que les mines antipersonnes, il y a 25 millions de mines antipersonnes dans le sol de l'Irak. Donc les paysans n'arrivent plus à sortir parce qu'il y a des enfants qui naissent sans cerveau, sans bras, déformés à cause de l'uranium appauvri. Si je ne parle de la guerre que dans ces termes-là, dans les termes des conséquences d'une guerre permanente qu'on est en train de subir, j'inclus l'Afghanistan, parce qu'elle est très proche de cette partie aussi. Je peux vous dire que aussi, pour nous, l'expérience de la guerre est une expérience aussi dramatique que celle des peuples européens. Et je termine enfin par une autre forme de guerre beaucoup plus perverse, c'est la guerre, je dirais, du mensonge et de l'hypocrisie, c'est-à-dire, imaginez qu'avec l'attaque sur Gaza qui est en train de se produire et de continuer, ce qui a été dit durant les dernières 48 heures depuis le début de cette attaque par Ban Ki-moon, par exemple, qui quand même est le doyen de cette assemblée qui doit représenter tous les peuples du monde, c'est que tous les États ont le droit de se défendre. C'est-à-dire que Ban Ki-moon, quand même, a justifié l'attaque israélienne sur Gaza en disant tous les États ont le droit de se défendre. Netanyahu a dit Obama lui a dit que tous les États avaient le droit de se défendre, idem pour Hollande. Donc l'expérience, pour nous, c'est un mensonge, mais aussi c'est un mensonge qui est une guerre en soi, parce que la guerre de la conviction, de ce que les gens pensent, de comment ils perçoivent les événements, est une guerre totale, mais aussi cette guerre, elle justifie la guerre matérielle, celle des bombes et des fusées qui tombent sur
la tête des gens. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà. Danke, Nachla, für diese eindrücklichen Worte. Auch also heute, denke ich, ist für uns offensichtlich, dass wenn wir von der Antikriegsbewegung sprechen, eben, dass wir auch mit Menschen zusammenarbeiten aus verschiedenen Regionen der Welt. Heute haben wir vor allem aus dem Nahen Osten. Nachla ist da, Hamid ist da, aber wir sollten nicht vergessen, dass eben die Zeit vor 100 Jahren, und daran hast du erinnert, auch die Zeit war, als die Europäer die Grenzen gezogen haben und sich den Nahen Osten aufgeteilt haben, die Franzosen, die Engländer und so weiter, und dass die Grenzen, die heute noch umkämpft sind, teilweise auch in dieser Zeit entstanden sind. Hamid, die nächste Frage geht an dich. Du bist der Jüngste auf dem Podium und vielleicht auch ist bei den Jüngeren manchmal mehr Fantasieverhalten als bei den Älteren, wobei das ist ein Klischee. Was wäre denn passiert, wenn die sozialdemokratischen Parteien sozusagen die Position des Basler Kongresses nicht verraten hätten? Wie hätte es rauskommen können, wenn sozusagen die sozialdemokratischen Parteien in den europäischen Ländern gesagt hätten, nein, wir stimmen nicht für diese Kriegskredite? Was wäre dann passiert? That's a good question. But that didn't happen, did it? No, But first of all, just a small correction. When our presenter presented me, he said that I was a journalist of a sort, and obviously under normal circumstances I wouldn't care. It doesn't really matter because what I'm saying is what matters. But just to say that the work I do and the reason why I'm standing here or sitting here is because I'm a member of a revolutionary organization, and in the sense that I'm a part of a revolutionary Marxist organization that tries to build an organization within Iran and also within the Middle East. Now, the reason I'm saying it is not to say that the presenter was wrong, but to say that the perspective from which I speak here is from a perspective of a person actively intervening in the process of a revolution in the Middle East, and not just an observer who thinks that is very interesting, because obviously there are many interesting aspects of the situation about the situation in the world today. But as revolutionaries, we do not have the luxury to investigate every single one of these. For us, we must have an iron prioritization to what enforces revolution, what enforces the consciousness and the belief of the masses in themselves, and pushes the movement further. Just to clarify that, because I think also it'll show in the way we respond to things. But the question is, what would happen in the social if the social democratic leaders have voted against war credentials? Obviously, it would never have come to that. Because if the bourgeoisie weren't absolutely sure that they had the leaders of the workers' movement on their sides, they wouldn't have embarked on this slaughtering of millions of people. The reason why I was absolutely certain that was going to happen was because over the course of 50 years, 40 or 50 years of capitalist upswing, and certain, you can say, mistakes or deficiencies from the early parts of the movement, a layer of the social democracy at the top of it had developed a view, I can say, a philosophy that was completely different from those who were struggling on the ground. I mean, you probably, the people here probably know better than me how the lives of the Kautskys and so on were a lot different the lives of normal workers in Germany in 1914. And also another, we can say, mistake that was made by real revolutionary forces within the Second International. Actually, Lenin points this out after this vote, was that there was a belief for a long period that reformism and revolution could coexist in one single organization. And to a certain degree that was true, because as long as capitalism was developing and was able to give concessions to the workers to keep social calm,